Bon, il est quart, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Comme je le disais dans le petit message, n'hésitez pas à laisser vos caméras allumées. Personnellement, je trouve ça plus sympa de voir des visages que des ronds avec des initiales. Donc, bienvenue dans ce webinaire du mois de février, dans lequel on va parler de la manière de structurer une offre quand on a plusieurs campus ou plusieurs écoles, tout en gardant de la cohérence, de l'agilité et de la qualité. Donc, je vais faire la petite présentation habituelle de notre cabinet. Donc, Edway Advisory est un cabinet de conseil spécialisé dans l'enseignement supérieur et la recherche. On a 4 pôles d'activité principaux, que sont le pôle stratégie, la stratégie, bon, son nom l'indique, hein, c'est tous les sujets stratégiques, organisationnels, institutionnels. Edway People pour la chasse de tête sur des postes plutôt de executive management. Quality and Accreditation, c'est le pôle que je dirige. On accompagne les établissements dans leur processus de qualité, accréditation, reconnaissance nationale, internationale, et aussi stratégie d'accréditation. Et enfin, information data pour notamment la publication de la newsletter essentielle du sucre. On espère que vous êtes tous abonnés, bien évidemment. Et Essentiel Prépa une fois par mois. Essentiel du sucre une fois par semaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Pierru, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Julie Pierru, je suis directrice de l'ingénierie de l'offre au sein du groupe Galileo Global Education. Donc, nous, on a un groupe en France avec plus d'une soixantaine d'écoles réparties dans 20 territoires, avec certaines écoles qui peuvent être multisites et multimarques pour la spécificité dans plein de domaines d'activités différentes. Et donc, moi, dans ce cadre-là, je m'occupe de 3 services. Un premier service qui est plutôt sur toutes les reconnaissances, donc que ce soit les enregistrements au RNCP, du répertoire spécifique, même si on en fait assez peu, et l'accompagnement aux demandes de visa, de diplôme visé. Un deuxième service qui s'occupe plutôt de toute la partie data, prospective, observatoire des métiers et de l'emploi et des métiers, de l'emploi et des compétences, pardon, sur l'ensemble des territoires. Et une troisième partie qui s'occupe plutôt de l'analyse d'impact où on réalise à la fois des études sociodémographiques, mais aussi toutes les enquêtes d'insertion sur les alumni. Voilà, pour l'ensemble de nos écoles. C'est déjà beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Alors, le sujet qui nous ramène aujourd'hui, donc, c'est un peu cette gestion multicampus, aussi bien d'un point de vue stratégique que d'un point de vue pédagogique, que d'un point de vue qualité. Parmi les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, beaucoup d'écoles qui ont notamment beaucoup de campus. Il n'y a pas tant de multimarques que ça, mais beaucoup de multicampus. Alors, Julie, comment on aborde cette question du multicampus et du multi-école sur ces sujets-là? Alors, c'est une très bonne question. Pour vous présenter ça un peu, je vais le faire en 3 parties. La première, c'est, je veux juste vous alerter sur le fait que on n'a pas tous les mêmes réalités. C'est-à-dire que ce que je vais vous partager là, c'est à la fois une expérience dans le conseil où j'ai accompagné un peu plus de 50 acteurs et puis l'expérience que j'ai au sein du groupe Galileo. Mais c'est sûr que ce que je vais vous partager, ce sera pas exactement la même chose quand je suis une école, par exemple, déjà existante qui ouvre un nouveau site. Et ça, on l'a beaucoup dans les grandes écoles, par exemple. Quand je suis une école qui intègre une autre marque suite à un rachat, par exemple, ou quand je suis une école qui ouvre une nouvelle marque sur le même territoire, voire sur le même campus. Donc, je vais essayer de couvrir l'ensemble de ces cas. Mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on puisse traiter et que je puisse donner des exemples plus pertinents selon les questions que vous pouvez vous poser. Donc, en préambule, je vous partage un petit PowerPoint juste pour qu'on ait le même vocable et qu'on parle des mêmes choses. Euh, L'idée, c'est vraiment du partage d'expérience sur la structuration de l'offre académique qui soit cohérente sur plusieurs sites, toutes les obligations et exigences de régulation pour les certifications, les accréditations que normalement, pour la plupart, vous avez déjà en tête, les leviers qui
qui peuvent être tirés ou utilisés pour garantir l'harmonisation de ces parcours, tout en maintenant une certaine flexibilité tout de même, et les impacts organisationnels ou opérationnels qu'on peut rencontrer dans ces cas-là. Donc en premier lieu, avant de faire vraiment ce partage, moi je voulais pouvoir redéfinir avec vous ce qu'on appelle un produit. Un produit dans l'enseignement supérieur, c'est un peu spécifique. Un peu spécifique, pourquoi? Parce que c'est une composante de trois choses. Une composante d'une formation qu'on délivre, et cette formation, elle intègre les contenus pédagogiques, les méthodes qui vont être utilisées. Elles vont intégrer aussi les formateurs ou la faculté selon dans quel type d'établissement d'enseignement supérieur on se trouve, une équipe d'encadrement, une expérience aussi étudiante, une expérience pédagogique. Elle va aussi, le produit qu'on vend, c'est souvent pas qu'une formation, c'est un diplôme. Et le diplôme, il peut avoir une reconnaissance ou pas. Donc, ça peut être un diplôme d'établissement, un diplôme d'État, un diplôme visé avec 100 grades, une certification, un titre pro, etc. Donc, c'est ce qui va permettre derrière de normalement sécuriser le parcours professionnel de notre bénéficiaire. Et enfin, c'est une marque. Parce que généralement, ils n'achètent pas qu'une formation et un diplôme. Ils achètent aussi une marque, une école, un réseau d'alumni, une identité, une plateforme, un nom sur un CV. Et donc ça, il faut le penser quand on pense cette offre multicampus. Et une fois qu'on a le produit, c'est de se dire, OK, mais dans quel cadre, et c'est tout l'objet, dans quel cadre réglementaire je m'ancre. Et donc, il y a à la fois toute la question de la pérennité de ces reconnaissances. Et pour ça, il faut tout un tas d'items. Mais moi, j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus pertinents dans cette offre multicampus, qui sont comment je m'assure des bons taux d'employabilité au global dans les fonctions visées sur chacun de mes territoires. Comment je réponds du coup aux besoins des entreprises pour pas avoir d'inadéquation entre les offres que je lance et les emplois disponibles sur un territoire. Et puis il y a tout ce qui concerne les taux d'encadrement pédagogique, plutôt pour les visas d'ailleurs que pour les certifications. On a toutes les normes et accréditations qualité que vous connaissez. Donc moi, je considère que les visas et les certifications, c'est un parti pris sur lequel je me bats depuis 5 ans, mais que c'est différent de la qualité, que l'un est du produit et l'autre est du normatif. Et donc dans ces normes, vous allez retrouver Calliope, vous allez retrouver les accréditations internationales, vous allez retrouver pour certains organismes de formation ISO 9001 ou d'autres normes sur lesquelles vous auriez pu vous reposer. Il y a le droit de la conso. Le droit de la conso, souvent, il est sous-évalué par les protagonistes dans notre secteur. Le droit de la conso, ce qu'il dit, c'est, et notamment certains articles que j'ai listés, dont le L441 alinéa 1, il définit ce qu'est un produit. Et en découle de ça la notion de tromperie. Et donc un produit, si il porte le même nom de formation, qui est rattaché à la même certification, au même diplôme visé, sous une même marque, qu'elle soit dans un ou plusieurs territoires, ça doit être le même. Avec une petite spécificité qui est que comme on est dans un service, forcément, il peut y avoir une petite adaptation au marché local, mais cette adaptation, elle doit être somme toute assez faible. Et ensuite, même si c'est pas réellement en termes de droit, j'ai quand même tenu à rappeler la question de l'expérience client, c'est-à-dire comment aussi on s'assure que quelle que soit l'entité dans laquelle je me trouve, les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire, ils correspondent bien à la fois à mes enjeux de certification et aux attentes du marché. Et comment je fais pour proposer des formations qui soient différenciantes, notamment quand je suis dans un même site avec plusieurs marques qui parfois mènent au même titre RNCP. Par exemple, on peut l'avoir, nous c'est le cas dans certaines de nos écoles, et donc la question c'est comment sur la partie marque et sur la partie formation, puisque je ne peux pas me différencier sur la partie diplôme, qu'est-ce que je propose sur la marque et la formation pour offrir des offres différenciantes et éviter qu'elles puissent se vampiriser les unes aux autres en matière commerciale. Donc voilà, ça c'était juste pour qu'on redéfinisse ensemble ce même vocabulaire, en tout cas ces mêmes notions. Et ensuite maintenant, sauf si vous avez une question ou une remarque particulière, je vais pouvoir passer sur le partage d'expérience.
Ok. Pas Sur de le retour a partage priori. sur le partage d'expérience. Donc, comme je le disais, au sein du groupe, nous, Galiléo, on a les trois cas que je vous précitais tout à l'heure, c'est-à-dire parfois des écoles qui sont présentes dans plusieurs villes, parfois des écoles qui sont uniques, qui ont leur propre marque et qui sont que sur un territoire, et parfois des écoles qui intègrent plusieurs marques sur le même campus. Une des questions qu'on s'est posées très rapidement, mais qui était très liée, nous, à la façon dont on l'a développée, c'est qu'on s'est beaucoup servi de la loi Avenir Pro du 5 septembre 2018 pour essayer de se dire quels sont les leviers stratégiques dans l'esprit de la loi qui peuvent me permettre trois choses, qui peuvent me permettre d'améliorer l'expérience, qui peuvent me permettre de construire une culture de groupe et qui peuvent me permettre de répondre à mes obligations. Et du coup, on a travaillé directement sur un système de management de la qualité où on s'est dit, bah, on va déjà faire le tour de l'ensemble des écoles et on va essayer de redéfinir ce qu'étaient les différents éléments et livrables ou éléments de sortie. Si vous venez de la qualité, ça va plus vous parler. Et sinon, livrables en général, qui était de dire, par exemple, un programme de formation. Ça ne s'appelait pas de la même façon dans toutes nos écoles. Ça contenait pas les mêmes informations, un syllabi pareil, etc., etc. Donc, il y a déjà eu tout un travail qui a été fait pour essayer de comprendre les dénominations et le vocabulaire utilisés dans chacune d'elles. Donc, chaque fois que vous êtes dans une stratégie de rachat, je suppose que vous rencontrez la même difficulté. La deuxième chose, ça a été de dire comment on met en place une gouvernance. Et cette gouvernance, elle passe par une comitologie. Donc, c'est quoi les comités qui doivent exister, qui doit siéger à ces comités. Et moi, un des partages que je faisais à Mélanie en lui disant, écoute, je vais partager, je suis très franche dans la manière dont je vois les choses. Euh, il y a aussi la question de à qui est rattaché, enfin, qui opère ce changement? Est-ce que c'est la direction qualité? Est-ce que la direction qualité intègre les accréditations et le produit? Oui, non. Ça dépend des groupes. Mais en tout cas, à qui est rattachée la direction qualité? Et est-ce que j'en ai qu'une? Je sais que dans certaines grandes écoles, parfois, la qualité, elle est découpée en deux, trois parties. Une petite partie chez l'informatique, et c'est les process. Une partie plutôt accréditation pure, une partie chez la faculté. Et en fait, ça, si on n'a pas de gouvernance claire et pas de rattachement à la direction générale, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas marcher. Et vous avez peut-être des contre-exemples où vous me direz, ah, mais moi, ça a plus ou moins marché. Mais en fait, on voit qu'entre les jeux politiques, entre le risque d'être jugé parti, etc., les conflits qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est vraiment rattachement direct à la direction générale et l'ensemble des acteurs dans l'ensemble de la chaîne hiérarchique qui doit être impliqué dans ce changement. Donc, une fois qu'on a fait cet état des lieux et qu'on a mis la comitologie, il y avait la question de comment on crée des réseaux de pairs qui réfléchissent ensemble pour harmoniser les pratiques. Et je parle d'harmonisation des pratiques puisque nous, on venait avec un système où on avait chaque école qui avait chaque programme, comme je vous expliquais, ce qui est un peu différent quand je suis une école déjà existante et j'ouvre un nouveau site où je m'implante sur un nouveau territoire. Et ça, je pourrais y revenir après. Donc, comme dans tout changement, parce que je considère que c'était un projet de transformation, comme dans tout projet de transformation, il y a vraiment la question de comment on partage la vision et on partage nos obligations. Donc, c'est les fameuses obligations là que je vous présentais. Il y avait la question aussi de comment on intégrait des KPI pour essayer aussi d'évaluer la satisfaction cliente de chaque formation, programme, etc., pour essayer de tirer les bonnes pratiques de chacun, pour pas imposer quelque chose enfin une transformation globale à l'ensemble des écoles sauf une. Et ça semblait assez évident. Et ensuite, il y a la question de quels sont les outils. Et dans les outils, il va y avoir à la fois comment je standardise un certain nombre de pièces
un programme de formation, un syllabi, une matrice pédagogique, etc., etc. Donc, comment je fais en sorte que l'ensemble de ces outils soient partagés par tout le monde, soient co-conçus, puis partagés effectivement par tout le monde. Et ensuite, ça demande aussi la question d'une ressource centrale qui arrive à centraliser ça. Parce que quand vous avez un tel projet, pour vérifier l'harmonisation, vous n'avez que deux façons de le faire. Soit vous vous dites, il y a un management horizontal, et en fait, je fais des comités sur chaque formation qui se réunissent, et finalement, l'intelligence collective va faire le boulot. Et on a quelques garde-fous, c'est les audits qualité qui auront lieu pour vérifier que tout le monde fait bien son travail. Ça, faut avoir un degré de maturité et une absence de turnover assez importante pour avoir l'historique et garder la continuité pédagogique. Soit on a un autre système, si on a une ressource en centrale qui va s'assurer de battre le tempo, d'animer la communauté de pairs et de vérifier quand on a fait l'ensemble des livrables, en fait les contrôles de premier niveau, hein, que l'ensemble des livrables sont bien fournis et que les adaptations locales, s'il y en a, restent mineures et sont explicitées au regard du contexte ou des besoins des entreprises sur la localité. Donc ça a été un petit peu la stratégie qu'on a mise en place. Et Julie, cette si je ressource. peux, Ouais, excuse-moi, bien sûr. juste pour Oui, faire oui. aussi un lien avec ce que tu disais par rapport à la gouvernance, à la comitologie, etc. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il faut inclure, enfin, qui en fait, il est important d'inclure dans ces comités de décision autour de la conformité, la qualité, etc. On peut imaginer que clairement, il y a des personnes de chaque campus ou chaque école, mais qu'il ne faut pas non plus que ce soit la foire d'empoigne et qu'il y ait trop de monde non plus. Donc, quels sont tes conseils par rapport à ça? On implique qui? Complètement. Alors ça, sur la comitologie, c'est une très bonne question. Pour moi, elle se fait à plusieurs niveaux. Et ça va. Et les niveaux que je vais vous donner, ça va vraiment dépendre aussi de combien de sites on parle et de quelle complexité. Si moi je regarde au niveau, si vous êtes parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes d'Omnes qui s'étaient inscrites, donc je ne sais pas si elles se sont connectées ou pas, mais on a vu un peu les participants. Quand on a un grand groupe avec plusieurs écoles, plusieurs marques, etc., ce qui semble évident, c'est qu'il faut au moins 3 degrés de comité distincts. Il y a un degré de comité qui est le comité plus stratégique. Et dans celui-ci, on a bien évidemment le directeur ou la directrice qualité, s'il y en a une, le ou la directrice de l'offre, en général, ou de la pédagogie, si c'est distinct, le ou la représentante de la faculté, si jamais il y en a une, parce que dans l'enseignement supérieur privé, accès formation professionnelle, souvent on n'a pas de représentant de la faculté. La direction générale, donc le PDG ou la PDG. Et ensuite, un représentant, nous, dans notre cadre, c'est un représentant des grandes marques que chez nous, on appelle des directeurs de pôle. Donc, c'est ceux qui managent les directeurs d'école. Dans un contexte où j'aurais que 3, 4, 5 campus, par exemple, le fait de se dire on a chaque directeur d'école qui est présent, ça me semblerait assez évident. Ensuite, le deuxième comité, là, c'est un comité qui est plus élargi. Donc, nous, qu'on appelle des CODIR, c'est les CODIR de l'ensemble de nos pôles où les marques qui représentent un type d'école particulier, elles vont avoir un suivi particulier qui est lié à leur marque. C'est-à-dire que quand on dit multicampus, comme je vous disais, multicampus, multimarque, si j'ai un titre, je vais prendre je ne sais pas, le responsable développement commercial et que j'ai une formation en développement commercial dans le secteur du luxe sur une marque en particulier ou que je l'ai déployé sur 3 marques, je ne vais pas avoir besoin que mes 3 directeurs de mes 3 marques soient là. Parce qu'au contraire, il ne faut surtout pas, et ça vraiment, je vous invite à faire attention, on ne déploie pas le même produit sur des marques différentes. Ça n'a pas de sens. Stratégiquement, ça n'a pas de sens. On se crée des propres concurrents dans notre propre groupe. Donc, l'harmonisation, elle doit bien se faire
par marque et par produit. Et donc, si j'ai une harmonisation par marque et par produit, le mieux, c'est de mettre mes responsables d'école pour qu'ils sachent comment cette transformation est en train de se découler. Donc là, on n'est plus sur de l'information descendante et du reporting. Et ensuite, on a un troisième comité qui est plutôt là le groupe de travail, le GT, qui est un comité très opérationnel où on va avoir enfin pareil, la personne de la qualité de l'offre qui pilote cette transformation. Et là, on va avoir les ressources opérationnelles qui travaillent directement sur le programme. Donc, des directeurs pédagogiques, la direction de la faculté, bien évidemment, si elle existe, et cela de l'ensemble des campus. Et pour moi, c'est ce pilotage qui permet en fait qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations et qu'on soit pas et qu'il n'y ait pas non plus un défaut de compréhension entre la gouvernance et derrière les opérationnels, c'est qu'on ait cette personne pilote qui appartienne aux trois. Et pardon, dans le premier aussi de gouvernance, il faut absolument quelqu'un, selon moi, et c'est ce que nous on fait, du marketing slash communication, parce que chaque fois qu'on va, et du commercial, chaque fois qu'on va avoir un impact sur une formation, même le naming de la formation, bah, faut réfléchir à c'est quoi l'impact commercial qu'on va avoir derrière, comment, c'est quoi comment dire, l'argumentaire pédagogique et offre qu'on va pouvoir leur donner pour que eux puissent mieux valoriser cet effort-là et pour que dans la logique commerciale, si j'ai des programmes harmonisés, ce que ça veut dire aussi demain, non seulement je respecte encore une fois le droit de la conso, etc., mais ce que ça signifie aussi, c'est de faciliter potentiellement le passage de nos étudiants d'un campus à l'autre, d'un territoire à l'autre, au gré, par exemple, de leur alternance, etc., ou de leur projet même de vie, qui puissent passer d'un territoire à l'autre. Et ça, on sait qu'en pilotage, en réalité, très peu le font, mais dans la perception de la valeur de l'offre, on est sur quelque chose en termes de perception qui est très différent de quand j'ai une même marque, mais où les produits ne communiquent pas du tout les uns avec les autres sur les territoires. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... Oui, oui, tout à fait. Et parce que je pense à des cas clients qu'on a pu voir où la direction générale du campus, le siège, prend des décisions et ensuite les fait appliquer aux autres campus sans faire intervenir de personnes, enfin de représentants de ces campus. En général, ça ne passe pas très bien. Donc, c'est pour ça qu'il me semble aussi essentiel d'impliquer soit le directeur de campus, soit effectivement le directeur du programme sur un campus donné. Mais le trait top-down, on décide et vous faites, fonctionne rarement bien parce qu'au final, chaque campus se sent un peu lésé, pas écouté et soit n'en fait qu'à sa tête. Auquel cas, ça peut amener de grandes difficultés quand on est dans de la réaccréditation ou de la recertification, soit le fait sous la contrainte, et là, ça ne se passe pas bien pour les équipes, quoi. Donc, je pense que cette question-là me paraît vraiment essentielle. Et Bien je voulais en sûr. profiter pour dire que si vous avez des bonnes pratiques, je vois que parmi nous, voilà, il y a des écoles avec plusieurs campus. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, n'hésitez pas à lever la main, on vous laisse la parole volontiers. C'est très intéressant ce que tu dis, Mélanie. Et en même temps, je veux juste, dans le titre aussi, un des points dont on parlait, c'était l'agilité et la flexibilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce type de projet dont on parle, si on veut le faire bien, c'est un projet qui se pense à minima 2 ans en avance. Parce que au moment où je communique sur mon offre de formation pour ma prochaine campagne, imaginons la septembre, c'est-à-dire que mon produit, a priori, est arrêté. Puisque dès lors que je vais monter, et encore plus s'il y a des contrats d'alternance ou de professionnalisation, à partir du moment où je vais monter en plus potentiellement un contrat d'alternance, je vais devoir avoir un programme de formation, un calendrier qui est validé, qui est envoyé. Si le programme il est sur 2 ou 3 ans, il va être communiqué ainsi aux OPCO et à l'entreprise. Et donc, les changements comme ça de dernière minute en septembre pour octobre, c'est pas génial, génial. Donc, dans cette agilité, ça requiert aussi, et c'est pour ça que parfois,
on a, et moi je l'ai même vu à la fois chez des clients et dans le groupe dans lequel je travaille, on a des fois où on se dit, là, on a une échéance et il faut que ça sorte. Par exemple, en février, on se rendrait compte d'un couac ou d'un nouveau programme qu'on veut lancer et on se dit, bah, par contre, le 25 mars, c'est la date limite pour pouvoir mettre à jour les sites internet parce qu'on a un nombre de contrats à partir de mars qui ne va que de façon exponentielle. Là, cette comitologie et le fait d'intégrer un nombre très important d'écoles, il ne peut pas être mis en place. Et je pense que ce qui passe et qui est compréhensible, c'est le fait qu'on puisse communiquer sur c'est quoi le process normal, c'est quoi un process accéléré, pourquoi parfois il faut faire preuve d'agilité ou pourquoi parfois après un audit ou après des conseils que vous pourriez avoir suite à une réaccréditation comme tu en parlais ou suite à un audit Calliope ou un audit blanc, ça venait apporter une information où on se dit là, faut être en réaction. Idem, si j'ai de la transformation, exemple ChatGPT et l'ensemble des LLM qui existent et qu'on fait une entrée assez fracassante au moment où ils ont commencé à être très connus par le grand public, à ce moment-là, le fait de dire je dois faire évoluer mes programmes très vite, où je dois réintégrer cette notion-là pour les évaluations et l'harmonisation de mes évaluations, ça, c'est maintenant que ça se fait. Et le maintenant, en fait, on est dans de la réaction et au moment où on est dans de la réaction, on peut moins être dans l'anticipation. Donc voilà, c'est juste à savoir. Et par contre, si les comités existent, ce qui est bien, c'est que ces informations-là, elles circulent bien et en tout cas, on maintient la confiance entre l'ensemble des acteurs pour que ce soit euh, le moins mal vécu possible. Après, ce que tu dis là, ça me fait réagir sur le côté réaction, justement. Il y a quand même souvent des écoles, notamment de relativement petite taille, qui peuvent se permettre une certaine agilité, euh, réagissent aux opportunités du marché aussi. Outre voilà, des grands bouleversements comme l'IA, etc., mais qui vont se dire, ah, tiens, là, il y a un créneau à prendre, vite, ouvrons une formation sur tel créneau. Et parfois, donc, il n'y a pas eu ces 2 ans là dont tu parles pour bien se préparer. Alors, dans ces cas-là, justement, là, on a aussi cette vraie question de comment on assure la qualité, comment on assure la cohérence avec le reste du portefeuille et comment on se positionne aussi vis-à-vis de ces organismes qui vont nous évaluer à un moment donné. Parce que pour le coup, c'est quelque chose dont j'ai été témoin. Un dossier CSB déposé en juin et en septembre, on ouvre un nouveau programme qui n'était pas annoncé dans le dossier de juin. Voilà. Donc, euh, comment, comment et qui faire, enfin voilà, qui doit mettre en œuvre ça, une espèce de petit processus rapide. J'aimais bien ton image de deux vitesses en fait, hein. Mhm. Quand on a le temps de prévoir et quand on doit réagir, il faut quand même qu'il y ait un petit processus parce que sinon ça mène à des aberrations comme ça. On ne peut pas se permettre auprès d'un accréditeur de lui annoncer, sorti du chapeau, tiens, un programme, il y a 2 mois, on ne vous en avait pas parlé, mais par contre, on l'a déjà ouvert en septembre. Bien Où se sûr. trouve le juste milieu? Alors, euh, ça La appelle pas de question piège? réponse simple. Non, tu vas avoir, à mon avis, deux cas différents. Il y a ce cas que tu présentes là. Si en septembre, il a ouvert avec des étudiants, ça veut dire qu'en fait, il a été commercialisé plusieurs mois en avance. Ça veut dire que la courroie de transmission, qui est le premier comité dont je parlais stratégique entre le marketing, l'offre, la qualité, ou en tout cas la direction qui s'occupe de ces accréditations et la faculté, les informations sont pas bien descendues. En fait, les informations, elles existaient dans l'école. On ne peut pas dire que l'information n'existait pas. C'est-à-dire que si j'ai réussi à recruter des gens, il y avait forcément un programme de formation, il y a forcément des profs qui ont été recrutés ou en tout cas qui ont été mobilisés sur un certain nombre d'heures de cours avec un planning réalisé. Et donc, ça veut dire que ce programme, il était dans les tuyaux. Par contre, il est peut-être pas redescendu. Donc, il y a Ça, cette on parle question de et c'est là où je communication pense que interne.
le premier pilotage est assez important. Après, il y a la seconde question qui était de dire quand je veux lancer une offre, comment je fais et comment j'essaye d'être rapide tout en préservant la qualité. Moi, je suis convaincue que si dans les pratiques, vous avez, comme on s'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un système qualité qui fonctionne, il y a des templates qui existent, qui sont les mêmes pour 100% des programmes, on appelle la même chose de la même façon. Eh bien, en fait, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que la création d'un nouveau produit elle rentre dans ce process-là. J'ai un nouveau produit, soit j'ai un référentiel certification qui soit diplôme visé ou diplôme d'État ou certification professionnelle, peu importe, mais soit j'ai un référentiel qui existe et auquel cas j'y m'y appuie, je fais mon tableau qui démontre que chaque cours permet bien la validation de chacune des compétences et je sais si je fais des évaluations, contrôle continu, fin d'année, à quel moment, etc. Donc là, c'est un non-sujet finalement. Soit le référentiel n'existe pas. Et donc, par contre, j'ai été formée parce que je connais la façon dont un référentiel a été créé, à identifier les compétences et pas seulement les objectifs pédagogiques. Et donc, si je sais identifier les compétences, je sais faire déjà un référentiel de compétences. Mon référentiel de compétences, il est connu par personne pour l'instant, c'est juste un diplôme d'établissement. Mais peu importe, j'ai déjà ça, et une fois que j'ai ça, bah, j'ai tous mes syllabiques qui sont construits en fonction de ça, mes objectifs pédagogiques et mon programme de formation à partir de mon référentiel, etc., etc. Ce qui permet que lorsque on pense à un dépôt au bout de 3 ans, parce qu'on a l'antériorité qui va bien, et ben en fait, le référentiel, on l'a déjà utilisé. Il a déjà fait ses preuves. On l'a déjà amélioré parce que, bien évidemment, on a un système qualité. Donc, parce qu'on a un système qualité, on est dans l'amélioration continue. Et parce qu'on est dans l'amélioration continue, on a identifié qu'est-ce qui buguait, à quel moment, comment on les améliore et qu'on a interrogé nos anciens. Donc, normalement, on connaît l'impact de la formation sur leur trajectoire. Et donc, on fait avec agilité évoluer le programme jusqu'au moment où on considère qu'il est assez mature pour avoir une reconnaissance. Donc, je pense vraiment que toute la question, elle est juste de se dire comment on embarque les équipes à comprendre l'intérêt de ces outils. Et une fois que les outils existent, et qui sont pris en main et qu'on sait les exploiter, sortir une offre, c'est finalement plus si compliqué. Après, c'est. Au revoir, Christelle. Après, ça, c'est pour moi un point clé et qui est aussi un peu toute la démarche de la CEFDG par rapport à l'orientation compétences. Là, ce que tu décris, c'est le scénario rêvé, c'est-à-dire on part d'un référentiel. Et effectivement, on ne cherche pas juste à construire une pédagogie pour la pédagogie ou juste pour un nom de diplôme ou une vague idée de métier que pourrait servir ce diplôme. C'est la vraie base. Alors, quand on ouvre une nouvelle une nouvelle formation, c'est toujours plus confortable parce on peut se dire, bon, cette fois-ci, je le fais dans le bon sens. Je vais effectivement partir de mon marché, quels sont les besoins en compétences, comment je construis ma formation autour de ces compétences, les fameux modules d'acquisition des compétences. Sauf que beaucoup d'écoles ont des programmes qui sont en place depuis des décennies, et maintenant, il faut recoller les morceaux avec cette orientation Mhm. compétences. Donc là, je suis un peu en parallèle avec un autre webinaire qu'on avait fait, mais euh, c'est aussi important de prévoir des processus de refonte de ces programmes existants autour de l'orientation compétences, parce que c'est bien ça le cœur. Et Mhm. là encore, je rejoins ton discours du début qui était, il faut que la direction générale soit impliquée là-dedans. Il faut que ce soit impulsé par la direction. Ça ne peut pas être les responsables d'accréditation ou certification qui vont transformer la manière de fonctionner de l'école et de créer et de modifier les programmes. Et ça doit Oui, bien aussi sûr. s'inclure dans le processus qualité. C'est sûr. Et c'est là où je parlais d'anticipation tout à l'heure. Par exemple, si une école qui serait là, nous, forcément, c'est facile de le dire, on a commencé en 2019 et aujourd'hui, on est plutôt des très, très bons élèves sur cette question. Donc, voilà, c'est plus un enjeu pour nous. Et oui, ça semble facile, mais parce que réellement, ça l'est. En revanche, il y a cette question de se dire, on n'est pas tous à ce niveau-là et quand je fais mes chantiers, comment je les fais? Moi, le premier conseil vraiment que je ferais, c'est de dire appuyez-vous sur les dates
de réaccréditation ou renouvellement de certification que vous avez, en se disant c'est quoi mes chantiers prioritaires et comment je fais en sorte que ces chantiers prioritaires qui sont renouvelés par exemple dans 2 ans et donc je commence à réfléchir dès maintenant, et bien que mes programmes y soient faits. Et donc un peu la règle, on va dire, c'est tout renouvellement qui arrive dans les 2 ans, il faut que je les lance. Tout renouvellement qui vient de m'être octroyé les 6 derniers mois, je peux le lancer. Pourquoi? Parce que 6 derniers mois, ça veut dire que c'est encore très récent, donc je peux faire améliorer mes plaquettes pédagogiques et ceux qui ont signé sur l'ancien titre, ben, en fait, ils vont finir sur l'ancien titre, donc c'est pas une question. Par contre, pour mes prochaines rentrées, il faudra le faire. Et ceux dans 2 ans, je peux anticiper et mettre un peu plus de temps dans la durée pour accompagner ce changement. Après, sur ce que tu disais, c'est pas le directeur ou la directrice accréditation qui peut porter ça. Euh, Moi, je dirais, j'ai vu tout à l'heure, je crois, Christelle Soulard qui était présente et on avait eu une discussion récemment sur ce sujet de la redéfinition des compétences des uns et des autres. Et en fait, ça pose aussi la compétence de c'est quoi la vision de nos métiers. C'est-à-dire que bien sûr que la direction générale doit être engagée, mais comme chaque corps de métier, il y a la question de c'est quoi ma responsabilité, c'est quoi la vision que j'ai de mon métier. Si la vision que j'ai de mon métier, c'est je suis garante de uniquement la réaccréditation. Bien sûr que c'est pas mon métier, là, tout ce que je suis en train de parler. Si par contre ma mission c'est de dire je suis garante de l'efficacité finalement opérationnelle de mon entreprise. Et pourquoi efficacité opérationnelle? Parce que ce qu'on met derrière les systèmes de management de la qualité, le lean management, etc., c'est souvent c'est cette question-là. En fait, je suis finalement le bras droit du PDG qui traduit sa vision en process. Et en fait, en process, en procédure, voilà, en exercice opérationnel. Et en fait, du coup, l'accréditation, finalement, ou les reconnaissances de l'État, elles ne viennent que conforter le fait que l'ensemble de l'organisation fait bien son travail. C'est un peu comme les ressources humaines. Les ressources humaines, pendant très longtemps, dans les années 80, c'était vraiment ça. Les ressources humaines, c'était ce qui était vu comme de la charge pour les entreprises. Souvent, ils n'étaient pas dans le CODIR, ils étaient souvent rattachés au DAF. Et c'était ceux qui géraient l'administration du personnel, les renvois, le recrutement, etc. Aujourd'hui, penser le changement, l'organisation de la transfo, la performance, sans mettre au CODIR un DRH, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est vraiment pour moi la même question qu'il faut se poser, c'est et ça, il faut que ce soit partagé bien évidemment avec la gouvernance, mais de dire finalement, quel est mon métier? Et oui, mon métier il se transforme peut-être si je veux réussir à faire toute cette transfo, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais en être un dépossédé, et deux, ce que je vais faire finalement, c'est juste des beaux dossiers qui essayeront de montrer sous un bonjour mon organisation en essayant de gommer la rivalité qui existe entre pédagogie et commerciaux. Et ça, c'est pas durable. Ah oui, tout à fait. Et ça rejoint donc, pour moi, toujours le point de les accréditations, responsabilité, qualité, certification, peu importe comment on appelle ce service, la direction de ce service doit être au CODIR. Et les écoles dans lesquelles ce service n'est pas au CODIR, ça se sent. Et effectivement, comme tu dis, ce sont juste des maillons d'un processus. Et la définition de son poste, au final, c'est bien qu'on ait envie de faire évoluer, de donner un petit peu d'ampleur à son poste. En revanche, il faut que la place soit laissée Bien à cette sûr. évolution-là. Donc là, c'est vraiment important et c'est dommage qu'on n'ait pas plus là justement de DG d'école qui soit parmi nous. Alors, j'en vois un, merci beaucoup. Mais c'est vraiment un message à faire passer de laisser la place. C'est très stratégique en fait, toutes ces questions d'accréditation. C'est pas juste de la conformité pour avoir une accréditation et cocher les petites cases de on a bien répondu aux critères. Donc Mhm. Et l'élément de toute façon, stratégique, il ça est se essentiel. voit. C'est-à-dire que même quand on fait très très bien son travail, quand on n'est pas aligné,
ça finit par se voir. Les contrôles qui sont réalisés aujourd'hui, on sent quand même un gain de maturité, j'ai envie de dire, sur les contrôles, que ce soit les auditeurs Calliope, que ce soit réglementation côté France Compétences, les contrôles qui sont opérés côté DGCCRF, c'était déjà le cas depuis longtemps, hein, CEFDG, HCERS, etc. Mais on sent que l'ensemble du secteur, il est très conscient, hein, de ce qui se fait. Euh, voilà, parce que ce que tu décris là j'ai un programme qui ouvre, personne n'était au courant, etc. En fait, on est tous conscients de ces bugs. Et donc, à partir du moment où on est tous conscients, on sait aussi comment on les maquille. Et quand tu sais comment tu les maquilles, en fait, tu sais aussi comment tu les démaquilles et donc comment tu les découvres. Et donc aujourd'hui, je pense, et c'est vraiment pour le bien, c'est cette augmentation des normes, ce durcissement aussi des lois, des décrets, des contrôles, etc. Il a aussi vocation à quelque part faire gagner en maturité, je pense, l'ensemble du secteur et à nous rappeler qu'il faut qu'on arrive à être aligné. Et si on veut être pleinement aligné, enfin, c'est la seule façon de faire une croissance qui soit de toute façon durable, soutenable qui permette de répondre à l'enjeu des territoires, c'est le fait d'avoir ce process de construction de l'offre qui soit aligné, où l'ensemble des parties prenantes est au courant de ce qu'il fait et où on garantit un niveau de qualité qui soit maximal, j'ai envie de dire, en tout cas, qui soit aux attentes des standards du marché. Mhm. Je rebondis sur la notion de territoire justement parce que il y a beaucoup de campus qui se défendent de nous, on est spécifique en ça et ça et ça. Alors, quand on a des programmes visés qui sont étendus sur différents campus, la maquette doit être la même au regard des critères de la CEFDG, les taux de couverture, etc. Malgré tout, ça n'empêche pas de garder un peu de spécificité. Ça peut être dans les activités annexes, un peu l'extracurriculaire qu'on propose à nos étudiants. Ça peut être par rapport aux relations entreprises locales. Ça peut être, je ne sais pas si on est dans une région très industrielle ou aéronautique ou sportive. Bon, bah, peut-être que la spécificité, on la garde au sein de la pédagogie en faisant travailler les étudiants sur ce genre de choses. Mais voilà, je pensais à ça parce que j'ai déjà entendu ce discours de la part de campus qui ont une identité marquée et qui ont envie forcément de la protéger. Sauf que, bien entendu, la contrainte, entre guillemets, du visa ou de l'accréditation internationale peut faire qu'on aurait tendance à vouloir gommer ces différences. Ce qui est intéressant sur ça, c'est pareil de redéfinir ce que veut dire homogénéiser l'offre. Donc, dans ce que j'expliquais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un produit et quelles sont les alternatives que je peux déployer pour garder cette teinte territoriale. Une des façons, par exemple, de faire, tu l'as très bien dit, hein, mais c'est toutes les modalités pédagogiques. C'est de dire, selon le secteur où je suis, selon le territoire, selon les besoins, bien évidemment, que les études de cas sur lesquelles je vais les faire travailler vont pas être les mêmes, les conférenciers que je vais faire intervenir, etc., ne seront pas les mêmes. Et même dans les cours, quand je fais un cours de marketing, que je veuille faire un cours de marketing, par exemple sur du marketing du luxe, que je vais faire marketing du luxe très 360 parce que je suis à Paris et en fait les personnes dans le luxe à Paris, elles touchent un peu à tout, ou que je veux faire le marketing du luxe, vin spiritueux et gastronomie parce que je suis à Dijon, parce que je suis à Bordeaux et que j'ai un vrai enjeu sur mon territoire, là où j'ai peut-être moins la joaillerie, etc. En fait, toutes ces questions-là, quand j'ai un cours de marketing, j'ai un cours de marketing et rien ne m'empêche de donner un cours de marketing du luxe dans ce secteur-là et donc de faire à chaque fois des exemples et des études de cas très spécifiques sous un sous-secteur qui pourrait correspondre. Donc ça, c'est un des leviers. Le deuxième levier qu'on a, c'est de réfléchir aussi à ce lien dont on parlait avec les entreprises, etc. Et comment on les fait interagir sur le territoire. Il y a parfois des heures, en effet, supplémentaires où on peut faire des teintes un peu plus importantes. Et puis la troisième, parfois, il faut aussi savoir admettre que le même métier
n'a pas la même existence sur le territoire. Je vous donne un exemple, je vais reprendre, désolé, l'exemple des ressources humaines, mais un RRH en province, donc partout ailleurs que sur Paris, même un office manager, non, c'est l'office manager qui est le meilleur exemple, un office manager partout ailleurs que sur Paris, c'est un RRH. C'est-à-dire qu'il va être rattaché au DAF souvent, il n'y a pas de direction des ressources humaines dans les PME, enfin dans la plupart des PME, et donc c'est celui qui va s'occuper des recrutements, de la facturation, de la montée en compétences des personnes, des agendas, etc., etc. C'est le vrai poste d'un RRH. Donc, s'il devait faire un bac+3, on l'orienterait vers un bachelor en ressources humaines. Un office manager à Paris, c'est pas ça. C'est l'assistante de direction qui va commander le matériel, qui va s'assurer que tout le monde aille bien, qui va ravitailler quand il y a des besoins, etc. Là encore, on pourrait me dire, oh, c'est pas toutes les office managers, Julie, t'exagères, j'ai un exemple. Oui, on a peut-être un exemple, mais quand on regarde en termes de statistiques, et nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge chacun de nos alumni. Donc, on a plus de 85 000 alumni qui ont été interrogés ces 5 dernières années et qu'on leur demande pour chaque bloc de compétences, c'est quoi votre degré d'autonomie? Bah, sur des métiers comme ça, on voit très largement le fait que les blocs de compétences ne sont pas du tout intégrés de la même façon. Et donc parfois, il faut aussi pouvoir admettre et de se dire, bah, finalement, est-ce que ce ne serait pas deux certifications distinctes? Parce que les besoins sur un territoire pour une appellation métier qui semble la même n'est pas du tout le même que les besoins. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux offres qui sont différentes, donc deux titres différents, donc deux formations différentes. Et en fait, j'ai plus cette question d'homogénéisation pardon, des parcours de formation. Ouais, c'est intéressant. Et là, je rebondis encore sur un mot que tu as prononcé, alumni, qui est aussi un maillon essentiel de la chaîne qualité. Et on le voit trop avec les clients qu'on peut avoir on a un renouvellement de certification, il faut qu'on enquête nos alumni. Donc, Mhm. parmi les choses à systématiser et à homogénéiser, et peut-être même à centraliser, parce que chaque campus n'est pas obligé de gérer enfin, ses alumni ou les enquêtes. Il faut vraiment que ce soit intégré dans le processus qualité, parce que là, après, ça part dans tous les sens. C'est pas possible, les alumni ne répondent pas. Enfin voilà, tout le Ouais. monde connaît cette Oui, angoisse-là. sur l'homogénéité, en effet, enfin l'homogénéisation des parcours, comme je disais, comme j'intègre voilà, la reconnaissance dans ce qu'est un produit, les process vont jusque-là. Et donc, en effet, le suivi, et quand bien même d'ailleurs, on n'aurait pas de certification professionnelle rattachée, le suivi de nos alumni, il est primordial. Il est primordial pour regarder déjà est-ce que ce que j'avais perçu, c'est-à-dire l'adéquation entre mon marché aval, qui sont les entreprises, et mon marché amont, que sont les étudiants, est-ce qu'en fait il est cohérent sur mon territoire ou pas? Et en fait, si je vois qu'ils n'arrivent pas à sortir, alors que ma formation est peut-être bonne, hein, c'est pas toujours la formation qui est défaillante, c'est peut-être juste que sur le territoire, j'ai pas ces métiers ou je ne suis pas identifiée par les entreprises de mon secteur et de mon territoire. Et donc là, ça veut dire que j'ai un défaut de notoriété, ça veut dire, et donc c'est pas chez nous finalement, c'est chez le marketing que ça se joue, mais en tout cas, c'est bien à nous d'aller récolter cette donnée-là, puisqu'on est sur de la donnée liées de base à la formation. Et donc, et ça fera référence pour ceux qui voudront voir le retour qu'on avait fait à l'Université d'hiver de la formation professionnelle sur la data, c'est de dire avant de lancer les enquêtes d'insertion, comme avant d'aller capter n'importe quelle donnée, je dois me poser la question de à, à quelle problématique je veux répondre. Et à quelle problématique je vais répondre si ma problématique, elle est que je veux le renouvellement de mes certifications. Ok, bah j'ai 10 champs qui sont identifiés par France Compétences, à peu près le même nombre de champs qui sont identifiés pour les diplômés et davantage si je vais sur les accrèdes, les classements CGE, etc. Bah, en fait, je fais que ça. Et par contre,
que je fais, c'est que je n'anticipe rien. Et s'il y a demain un changement de législation, ce qu'on me demandera à chaque fois, c'est mes 3, 4, 5 dernières promotions. Et donc, je devrais galérer pour aller récupérer cette info. Soit je fais, c'est le parti pris qu'on a eu, je vais voir toutes les directions, la direction générale, la direction marketing, la direction communication, la direction alternance, etc., etc. Et je leur dis, mais la direction d'école, quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous rencontrez? Quelles données vous avez besoin? Et en fait, quand ils me parlent de leurs problématiques, j'identifie, ah, sur mes alumni, telle information va pouvoir répondre à tel besoin. Donc nous, par exemple, vraiment l'exemple typique de ces enquêtes d'insertion, c'est qu'on s'est dit, un des besoins qu'on a, c'est, et que vous rencontrez certainement tous, c'est la question la mobilisation des jurys de certification, la mobilisation de mentors, la participation à des JPO par des anciens, etc., etc. Et donc ça, on s'est dit, bon, bah ok, quand je fais mes enquêtes d'insertion, je vais leur demander, est-ce que vous avez envie de vous insérer dans la vie de l'école? Et si oui, de quelle façon? Et on en a nommé plein. Bah là, c'est assez facile. Et donc, le fait d'avoir en plus chaque 6, 18, 24, 36, 48, 60 mois, vous faites la durée que vous voulez et juste vous faites attention à la RGPD. Mais à partir du moment où on a harmonisé ça pour l'ensemble des écoles, ce que ça permet, c'est sur chaque école et sur chaque marque, on est capable d'avoir l'entièreté du réseau alumni. On est capable de différencier aussi et d'identifier les écarts de performance entre un territoire et un autre sur la même marque, sur le même programme, sur la même certification, sur des populations qui peuvent être distinctes, de l'initiale de l'alternance par exemple. Et en fait, sur le pilotage du management de la qualité et du management de notre offre, ça nous donne plein d'inputs qui peuvent être mis directement derrière en œuvre. C'est ça. Et au-delà des accréditations, parce que même dans les accréditations qui ne sont pas des certifications, il y a toujours un descriptif des processus d'assurance qualité qui est demandé. Donc, c'est Mhm. important d'avoir tous les inputs, y compris ceux des étudiants en cours d'ailleurs. Ouais. Et puis, ça permet d'avoir de la donnée plus fiable. C'est-à-dire que quand on va au-delà du fait que quand je lui demande au bout de 4 ans, j'aurai peut-être pas les réponses, mais même au-delà de ça, quand je lui demande au bout de 4 ans, qu'est-ce que vous faisiez 6 mois après votre sortie, ce qu'il faisait exactement, s'il a mis 8 mois à trouver son premier emploi, 3 mois, 2 mois, 6 mois, il s'en souvient plus vraiment. Donc même sur vraiment respecter ces dates-là pour avoir une photographie qui soit la plus véridique possible et la plus objective, ça vous donne aussi des informations en effet sur la qualité de votre formation, de votre accompagnement et de vos équipes en général. On a des questions. Donc, Bertrand qui demande à quel point cette notion de l'intitulé du métier est importante en référence aux office managers. C'est une très bonne question, Bertrand. Avec qui j'ai eu la joie de travailler pendant de nombreuses années. L'intitulé métier seul ne veut rien dire. Je suis complètement d'accord et j'ai donné l'exemple des office managers, mais il y en a 100 000. Je pense que l'intitulé directrice de l'ingénierie de l'offre, à part chez Galileo, il est nulle part ailleurs. Pourtant, mon métier, il existe, même si c'est pas exactement partout le même. Donc, une fois qu'on part de ce constat-là, il y a une autre question qui est de dire bah, quelles données supplémentaires il me manque pour pouvoir donner plus de sens sur ce qu'est un métier, un intitulé métier et dans la cible hors cible. On a mis je vais vous donner 3 exemples vraiment de questions pour vous montrer opérationnellement ce que ça veut dire, mais on s'est dit, OK, les intitulés métiers, ils veulent rien dire. Enfin, en tout cas, ils ne parlent pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis partie compenser ça de 4 façons. La première, c'est l'utilisation des blocs de compétences, en leur disant, ce bloc-là, donc avec l'activité réalisée, est-ce que vous réalisez, je ne sais pas, élaborer la stratégie d'une direction communication? Est-ce que vous le faites en totale autonomie, sous supervision? Vous ne le réalisez pas, mais vous l'observez dans sa réalisation ou non utilisé. Et en fait, ça permet de qualifier et de regarder qui est-ce qui est plus proche de l'utilisation, de la réalisation autonome d'un métier auquel il prétendait être formé des autres. La deuxième chose, c'est qu'on a commencé à leur poser aussi la question, quand ils ne cliquaient pas
sur un des métiers de la liste et qui mettaient aucun de ces métiers, ils mettaient leur vrai métier. On a commencé à leur poser la question de est-ce que selon vous, ce métier, il est en rapport avec votre formation ou pas? Et en fait, juste la question de est-ce qu'il est en rapport, oui, non, je me prononce pas, ou neutre, ça nous a permis de détecter des appellations métiers auxquelles on n'aurait pas du tout pensé, mais qui en fait faisaient partie des métiers considérés comme visés. Voilà, ça c'est des exemples vraiment très concrets et précis de dire comment je viens compenser cela. Et après, on se base sur la rémunération, on se base sur l'autonomie, le budget qui est géré, le nombre de personnes qui est encadré, etc., etc. Donc, il y a plein d'autres items, je ne vais pas tous vous les donner, mais c'est toujours de dire si je sais que j'ai une donnée qui est non fiable dans la façon dont elle est collectée, soit je change le mode de collecte pour l'ouvrir, soit je vais collecter des données complémentaires qui vont venir illustrer ou éclairer, en tout cas, ma compréhension de celle-ci. Super, merci. On a une question de tiroir de la part d'Emmanuel Deleffray. Alors, la première, c'est deux sujets sur lesquels il serait intéressé pour un retour d'expérience dans un contexte multicampus. Première question, les activités pédagogiques multicampus à travers des dispositifs en visio et comodal. Et deuxième question, quel niveau d'organisation nationale versus locale sur les différentes familles métiers de l'école? Alors, Emmanuel, vous pouvez peut-être prendre la parole si c'est plus facile de discuter en direct et d'exprimer votre question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas si du coup la question vous paraît suffisamment claire ou si vous souhaitez que je la précise. Je veux bien un tout petit peu de précision pour être sûr du contexte. Ma première question, c'est un peu des expériences. Nous, on a du mal à trouver des cas d'usage. Donc, on a effectivement des programmes uniques déployés sur 2 campus. Nous, on est à Paris, à Bordeaux. Et finalement, hors activités un peu extracurriculaires, parfois, on a du mal à avoir des activités pédagogiques où les étudiants sont réellement associés, hors activités extracurriculaires et évaluations qui sont faites en mode synchrone. Donc, est-ce que vous avez là-dessus des retours d'expérience qui fonctionnent, Et puis, mon deuxième sujet est très différent, mais c'est plus les questions d'organisation interne sur lesquelles nous, on est assez récents, donc on se cherche encore. Sur les niveaux dans l'organisation interne, notamment hiérarchique au sein de nos staffs, le niveau d'organisation et de management local versus national et le bon équilibre entre les deux. Voilà, au fur et à mesure en particulier que les campus grossissent. Merci. Alors, autant sur le premier, je vais vous donner des exemples. Sur le deuxième, je dirais pas. Je vous partagerai des expériences, mais je pense que comme partout, c'est très lié à la culture d'entreprise. Donc, ce sera à prendre. Vous prendrez ce qui vous intéresse dans mes réponses et vous jeterez le reste. Sur la première question des activités pédagogiques, moi j'ai des exemples très concrets sur une de nos marques et notamment ESG, où par contre ça a été, je pense qu'ils l'ont mis en place il y a 8 ou 9 ans. Et ils l'ont fait un peu évoluer dans son format il y a 4 ans. Mais en tout cas, ça a été anticipé très largement en avance. C'était de dire, eux, ils appelaient ça des sharing week. Et en fait, une semaine dans l'année, ils avaient bloqué tous les agendas de tous les étudiants sur la même semaine. Et 6 mois avant, ils se positionnent sur dans quelle ville je veux aller. Et pour chacune des villes, il y avait des expériences pédagogiques un peu distinctes. On leur disait, sur cette semaine-là, vous allez faire un challenge de ça, 2 visites culturelles en lien avec le campus sur lequel vous allez et vous assisterez à X conférences vraiment dédiées sur les thématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler. Et donc ça, c'était vraiment pas mal parce que ça a permis des mouvements de population assez intéressantes et du coup la création d'un vrai sentiment d'appartenance entre les différents sites. En revanche, de la façon dont c'était pensé avant et là qui a un peu évolué pour aller plutôt vers des business challenges, la façon dont c'était réalisé avant, c'était vraiment les activités connexes à la formation. C'est-à-dire que finalement, que je fasse du commerce, du marketing, de la finance, des ressources humaines, j'avais la possibilité, comme les autres, d'avoir accès à cette semaine-là. Et du coup, je pouvais m'inscrire à découverte
de l'architecture à tel endroit, etc., etc., cours avec les cours Florent sur la prise de parole en public. Donc, il y avait vraiment un scope assez large d'activités, plutôt, on va dire, culturelles ou socio-culturelles pour l'ouverture d'esprit que directement liées aux compétences. Ça, une fois qu'on a commencé à faire de l'alternance et à avoir des certifications professionnelles très balisées, où France Compétences n'aime pas forcément qu'on ait des contenus qui soient connexes à la certification. On a dû revoir ce dispositif. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment de flécher des compétences précises de la certification et d'organiser des business challenges où là encore, ils avaient la possibilité de changer de campus sur une semaine, mais c'était pour une modalité pédagogique spécifique. Sur la partie visio pure, donc de dire, par exemple, j'ai un cours de droit où je vais faire venir un ténor pardon, du droit qui va venir faire sur une jurisprudence, par exemple, précise, ou du droit social pour tous mes RH en France. Ça, aujourd'hui, on ne l'a jamais testé, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui fonctionne ou pas. On a plutôt eu l'habitude, parce que en termes de logistique, on va dire, ça demande vraiment d'avoir des systèmes d'information partagés et à 3 ou 4 ans d'avoir déjà les calendriers, parce que dès lors qu'on fait de l'alternance sur 3 ans, on est bloqué dans ses agendas. Et après, chaque école, en plus, dans son planning, va avoir un prof qui va être absent, un cours à repositionner, etc., qui vont rendre ces temps en visio, en tout cas, à mon sens, un peu plus difficiles. Donc nous, on a vraiment fait le choix plutôt du présentiel. Donc ça, c'était pour votre première question. Je ne sais pas si ça y répond complètement ou si vous avez des questions. Ok, parfait. Et sur la deuxième question, je pense que le niveau d'organisation nationale vs locale, et surtout sur les différentes familles de métiers, je pense que ça dépend réellement beaucoup de la culture de l'organisation et de son degré de maturité, et surtout du fonctionnement en holding ou pas. C'est-à-dire que c'est pas la même chose quand j'ai deux écoles qui fonctionnent séparément, qui se sont rejointes. J'ai l'exemple de Kedge, Neoma, etc., qui étaient des écoles avec plusieurs écoles qui se sont rejointes pour former un groupe d'écoles. Et où là, il y avait une organisation, une gouvernance, etc., qui était très distincte un groupe comme Galileo, où on a une holding et on a plusieurs marques, plusieurs écoles distinctes. Donc ça, je pense que déjà, c'est la première question à se poser sur les rôles et responsabilités. Et ensuite, il y a la question des différentes familles de métiers. C'est-à-dire que nous, je vois en interne, sur certaines familles de métiers, on va avoir un management très matriciel. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre. Et c'est juste, on va avoir par exemple des chargés de com, un peu dans chaque école, qui vont être très autonomes, mais qui sont pilotés par des comités où ils travaillent ensemble pour assurer une transmission d'informations et une homogénéisation des pratiques. On va avoir des métiers comme sur les commerciaux où c'est pareil, on a fait plusieurs tests. On s'est dit, ah, bah, pour la gestion d'alternance, on essaye de mettre tout en centrale et on nous les envoie, et tous les métiers, et le placement, etc., est géré en centrale. Après, on a essayé de le refaire en école. Et je pense que là, c'est un modèle qui se cherche et qui va dépendre énormément. Sur la partie, en revanche, qualité et certification, donc qualité d'un côté et certification data de l'autre, c'était vraiment l'idée de dire on centralise. Et donc, si on centralise, il ne faut pas que ce soit fait dans une école en particulier, mais en tout cas dans un centre d'expertise, même s'il est rattaché à une école. Et ce centre d'expertise-là, il n'a pas forcément un pouvoir sur les uns et les autres. Par contre, il est vraiment au service d'eux, c'est une fonction support, rattachée à la direction générale, qui doit faire en sorte, comme un cabinet de conseil externe, de rendre un service à ses clients internes. Voilà, je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner plus d'infos et de guidelines que ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça, la clé de succès, c'est vraiment la communication et la comitologie, de savoir quel comité j'ai. Et le dernier, si j'ai un gros problème, qui est mon décisionnaire et vers qui est mon référent, mon sponsor, quoi. Et donc vers qui je me retourne pour avoir un arbitrage si jamais le matriciel ne fonctionne pas.
On arrive à la fin du webinaire. Il y avait encore 2 questions, mais je pense on n'a pas le temps d'y répondre tout de suite. Est-ce que Julie, tu pourras peut-être y répondre en différé à ces Bien sûr. questions-là d'une manière ou de l'autre? Et puis, Sans problème. Et même si certains d'entre vous souhaitent me contacter, je pourrais vous mettre mon adresse mail dans la conversation. Je suis aussi assez active généralement sur LinkedIn si vous me contactez. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et qu'on peut faire un partage d'expérience. Et je serais aussi ravie d'en apprendre plus sur vous, votre structure et vos problématiques. tout à fait, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci énormément, Julie. C'était super intéressant. Et on se retrouve le mois prochain, le 14 mars, pour un webinaire avec Isabelle Fagnot de Kedge, où on parlera des accréditations internationales et ce qui se cache derrière chaque accréditation. À très bientôt. Merci encore, Julie, et bonne fin de journée à tous. Et merci pour l'accueil, Mélanie. À plus tard. À bientôt. Au revoir.